Le fils de la femme de ménage répondit à un appel d'Allemagne. Il n'avait que 12 ans, il ne devait pas être là. Il attendait juste que sa mère termine son service. Quelques minutes plus tard, le plus gros contrat du PDG millionnaire était sauvé. Et cela changea tout. Marie ajusta ses gants pour la 3e fois avant de quitter la maison. Ce n'était pas de la nervosité sans raison. Le service supplémentaire pendant la journée se passait toujours mal. La nuit, elle passait presque inaperçue. Le jour, tout était plus exposé. Les regards, les exigences, le risque. Hugo observait sa mère en silence, assis à la petite table de la cuisine, son sac à dos posé entre ses pieds. 12 ans, trop de calme pour son âge. Il tenait un cahier à la couverture usée, de ceux qui n'attirent l'attention de personne, et il ne le voulait pas. « C'est juste pour aujourd'hui », dit Marie sans regarder son fils. La femme de ménage habituelle était absente et on avait demandé un renfort. « Il y a une réunion importante là ?» Bah, Hugo hocha la tête. Il ne posa aucune question. Il avait déjà appris que les questions ne payaient pas les factures en retard. L'immeuble de l'entreprise se dressait, imposant, de loin. De hautes vitres, une façade miroitante. Des gens pressés y entraient, comme si le temps y était plus précieux qu'ailleurs en ville. Marie inspira profondément avant de franchir la porte tambour. À la réception, la climatisation était trop froide. Le gardien de sécurité demanda son badge, vérifia le nom, et ce n'est qu'alors qu'il remarqua Hugo. « Il va rester avec moi », dit Marie rapidement avant qu'il ne puisse parler. L'homme fronça les sourcils. Il ne peut pas circuler, qu'il reste dans un coin et qu'il ne touche à rien. Marie remercia plus que nécessaire. Hugo ne dit pas un mot. L'ascenseur monta en silence jusqu'à l'étage des services. Lorsque les portes s'ouvrirent, l'ambiance était déjà différente. Des gens marchaient vite, des voix tendues, des tasses de café empilées sur des tables improvisées. Ce n'était pas un jour ordinaire. « Reste là ». Marie désigna une chaise contre le mur du couloir. « Ne te lève pas, ne parle à personne ». Hugo s'assit docilement, posa son sac à dos sur ses genoux et ouvrit son cahier plus par habitude que par envie. Les pages étaient remplies de notes simples, de mots isolés, de quelques phrases courtes que personne ici ne reconnaîtrait. Elles étaient en allemand, la langue que Madame Schmidt lui avait apprise depuis son plus jeune âge. Marie poussa le chariot de nettoyage avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Malgré tout, une femme en talons hauts passa rapidement et lui lança un regard sévère. « Ce n'est pas l'heure du nettoyage » réclama-t-elle sans s'arrêter. « Excusez-moi » répondit Marie en baissant la tête. De l'autre côté du couloir, une grande salle vitrée attirait l'attention. À l'intérieur, des hommes et des femmes bien habillés parlaient à voix basse, mais avec urgence. L'un d'eux marchait de long en large, son téléphone portable à la main, l'expression fermée. Antoine Dubois ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence faisait le travail pour lui. « Aujourd'hui, ça ne peut pas mal tourner », dit-il sèchement. « Si ce contrat capote, les conséquences seront graves. » Personne ne répondit. Ils se contentèrent d'acquiescer. Marie nettoyait le sol près de la porte fermée quand elle entendit des mots isolés s'échapper de la pièce. Allemagne. Confirmation. Délai. Elle ne comprenait pas le contexte, mais elle en sentait le poids. Le genre de poids qui rend l'air plus dense. Hugo entendit aussi. Pas tout, juste assez pour percevoir que quelque chose de grave était en jeu. Il baissa de nouveau les yeux sur son cahier, passa les doigts sur un mot écrit au crayon, presque effacé, quelque chose que sa grand-mère répétait souvent à la maison avec un accent prononcé et un sourire triste. Hugo ferma lentement son cahier. Le chariot de nettoyage fit un bruit plus fort en passant sur un joint du sol. « Pouvez-vous faire plus attention ?» Quelqu'un réclama du fond du couloir. « Oui, monsieur », répondit Marie pressée. Elle sentait son corps tendu. Toute erreur là, bas semblait plus grande qu'elle ne l'était réellement. Tout faux pas pouvait coûter le service ou l'emploi. Un employé sortit de la salle de réunion en parlant au téléphone, le visage rougi, et faillit percuter Hugo. Il s'arrêta en le voyant assis là. « Ceci est une garderie maintenant », commenta-t-il à voix haute, arrachant des rires inconfortables à ceux qui passaient. Marie entendit, fit semblant de rien. Hugo sentit son visage brûler, mais ne réagit pas. Il baissa seulement la tête. À l'intérieur de la salle, la tension augmentait. Des papiers éparpillés, des gens parlant en même temps, quelqu'un disant que le temps était compté. Antoine frappa la table une seule fois. Si personne ne résout ça, il ne sert à rien de tenir un discours. Le silence qui suivit fut pesant. Marie reçut alors un ordre rapide. « J'ai besoin que vous nettoyiez cette zone de support maintenant. Il va y avoir du mouvement là, bas. » Elle hocha la tête et poussa le chariot vers l'espace indiqué, près des salles les plus importantes. Hugo se leva de sa chaise et la suivit à quelques pas en arrière, comme sa mère lui avait appris depuis le matin, sans attirer l'attention, sans occuper d'espace. Le couloir semblait plus petit là, plus étroit, plus surveillé. L'air portait une sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Hugo s'appuya contre le mur en observant. Marie nettoyait rapidement, le cœur battant la chamade.
Ni l'une ni l'autre ne savaient exactement quoi, mais toutes deux le sentaient. À cet étage, quelque chose d'important ne tenait qu'à un fil, et elles étaient en plein milieu de cela, même sans être vues. L'étage exécutif semblait mal respirer ce matin-là. La climatisation fonctionnait, mais personne ne semblait à l'aise. Des tasses de café s'accumulaient sur les tables, sans être touchées. Des écrans allumés montraient des graphiques et des chiffres que personne n'avait le temps d'analyser calmement. L'horloge murale avançait cruellement. Antoine Dubois entra dans la salle de réunion sans saluer personne, enleva sa veste, la posa sur la chaise et appuya ses mains sur la table de verre. « Reprenons », dit-il directement. « Je veux cette présentation parfaite avant l'appel. » Personne ne répondit. Ils commencèrent simplement à bouger. Une analyste ouvrit les diapositives. Un autre employé réorganisa des documents imprimés. Un troisième ajusta le projecteur comme si cela allait résoudre quelque chose. Le problème n'était pas dans le matériel, il était dans le temps. L'entreprise allemande a déjà reporté 2 fois, continua Antoine. Aujourd'hui, c'est la confirmation finale. Soit nous concluons, soit ils chercheront un autre partenaire. L'interprète demanda quelqu'un avec prudence. Antoine lança un regard sévère. Il a dit qu'il serait disponible. Il a dit. Ce n'était pas la même chose qu'il est. Tous savaient, mais personne n'osa le dire à voix haute. Devant la salle, Marie nettoyait le sol avec des mouvements rapides. Le chariot grinçait doucement, mais cela semblait trop fort dans cette ambiance tendue. Elle passait le chiffon et faisait semblant de ne pas entendre, mais les voix traversaient le verre. La marge est-elle correcte? Si la clause est remise en question, nous sommes exposés. Le service juridique a déjà revu cela. Marie ne comprenait pas les termes, mais elle reconnaissait le ton. C'était le même ton que lorsque l'argent manquait, que lorsque le mauvais choix coûtait cher. Hugo observait de loin. Appuyé contre le mur, il sentait que ce n'était pas un jour ordinaire. Les gens là-bas ne parlaient pas fort, mais ils parlaient avec urgence, comme si tout retard pouvait faire s'écrouler quelque chose de trop grand pour être reconstruit. Un employé sortit de la salle pressé, son téléphone portable à l'oreille. « Je n'en ai pas besoin maintenant », dit-il en essayant de contrôler sa voix. « C'est aujourd'hui, pas après. » Il raccrocha frustré et rentra à l'intérieur. L'interprète ne répond pas, informa-t-il à voix basse, mais suffisamment audible. Antoine ferma les yeux 1 seconde, une seule. Quand il les ouvrit, son expression était encore plus dure. « Le motif ne m'intéresse pas, dit-il. Trouvez quelqu'un, nous pouvons essayer le service externalisé, suggéra une femme assise au fond. J'ai déjà essayé, répondit un autre. Le central est hors service. Un silence gênant s'installa. Alors, improvisez, dit Antoine. Vous saviez depuis la semaine dernière que cet appel allait avoir lieu. Nous parlons anglais, tenta quelqu'un. Antoine inclina la tête, impatient. Ils ne veulent pas d'anglais, ils veulent de la clarté, et ils la veulent en allemand. Du couloir, Marie s'éloigna un peu de la porte. Elle ne voulait pas paraître curieuse, elle ne voulait pas paraître présente, elle avait juste besoin de finir son travail. « Vous faites trop de bruit », réclama un homme en passant à côté d'elle, en désignant le chariot. « Excusez-moi », dit Marie une fois de plus. Hugo serra les poings dans son sac à dos, il ne dit rien. Dans la salle, la tension augmentait au fur et à mesure que le temps passait. Quelqu'un ouvrit un email récent et lut à voix haute, traduisant à la volée. Ils disent qu'ils doivent confirmer aujourd'hui, sinon ils clôturent le processus. Antoine s'appuya de nouveau sur la table. « Écoutez bien », dit-il d'une voix ferme. « Si ce contrat échoue, ce ne sera pas juste un chiffre dans un rapport. Il y aura des coupes, il y aura des conséquences. Personne ne bougea. Je ne le répéterai pas, ajouta-t-il. Dehors, Marie sentit son estomac se serrer. Cette phrase n'était pas destinée à elle, mais elle frappait quand même. Coupe, conséquences, des mots qu'elle connaissait trop bien. Un employé passa en courant dans le couloir, manquant de percuter Hugo. Il ne s'excusa même pas. Hugo se recroquevilla un peu plus contre le mur. « Maman », appela-t-il doucement. « Pas maintenant », répondit Marie sans regarder. Hugo ouvrit lentement son cahier, non pas pour étudier, juste pour se calmer. Il parcourut du regard quelques mots manuscrits, souvenirs d'après-midi passés chez grand-mère. Des sons familiers, des intonations qui ne collaient pas avec cet immeuble, mais qui insistaient à exister. Dans la salle, quelqu'un essaya le haut-parleur du téléphone. Le son résonna dans le couloir pendant quelques secondes avant d'être éteint. Quand ils appelleront, quelqu'un devra répondre, dit Antoine. Et vite. Mais qui? Demanda l'analyste, tendu. Antoine inspira profondément. Je ne sais pas, répondit-il, mais quelqu'un devra résoudre le problème. Dehors, Marie continuait de pousser le chariot. Hugo se leva et la suivit en silence. Le couloir semblait encore plus étroit là, plus silencieux, comme si l'immeuble entier attendait que quelque chose se produise. Hugo s'arrêta près du mur, serrant son sac à dos. Son cœur battait vite, sans qu'il sache exactement pourquoi. Dans la salle, Antoine regarda l'horloge. « Ils vont appeler d'un moment à l'autre, dit-il. »
Personne ne répondit. Le problème était là, et personne ne semblait prêt à le résoudre. Le son du téléphone coupa l'air de la salle comme une alarme. Il n'était pas fort, mais il était insistant. Un son sec, répétitif, que personne ne semblait vouloir entendre. Tous se regardèrent en même temps. Antoine Dubois fut le premier à réagir. « Répondez », dit-il sans élever la voix. Personne ne bougea. Le téléphone sonna de nouveau. Une analyste tendit la main avec hésitation, comme si l'appareil pouvait mordre. Elle le porta à l'oreille, écouta 2 secondes et pâlit. « C'est de l'allemand », dit-elle en couvrant le microphone. « Il parle déjà. » Antoine ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il était visiblement plus tendu. « Passez-le à quelqu'un », ordonna-t-il. L'analyste se tourna vers ses collègues, presque suppliante. « Quelqu'un ici comprend ?» Silence. « Je reconnais quelques mots », risqua un homme, « mais je ne peux pas répondre. » Le téléphone restait ouvert. De l'autre côté, la voix parlait vite, sans patience. « Raccrochez », suggéra quelqu'un paniqué. Antoine frappa la main sur la table. « Non », dit-il. « Si nous raccrochons, c'est fini. » Dans le couloir, Marie poussait le chariot de nettoyage vers la zone de support indiquée quelques minutes plus tôt. Elle essayait de bouger vite, mais la nervosité l'entravait. Chaque pas semblait décalé dans cet endroit. Hugo marchait quelques pas derrière, comme toujours. Il observait plus qu'il ne marchait. Le son de la voix traversa le verre de la salle et parvint, étouffé, dans le couloir. Il n'était pas possible de tout comprendre, mais le ton était clair. Irrité, fatigué, définitif. Hugo ralentit le pas. L'employé reprit la parole. En espagnol maintenant, le téléphone toujours à l'oreille. « Il demande quelque chose que je n'arrive pas à comprendre clairement », dit-elle presque en chuchotant. Il demande « Que manque-t-il exactement pour le contrat ?» dit Antoine sèchement. Elle tenta. « Excusez-moi », commença-t-elle en anglais. La réponse vint immédiate, plus dure. Elle éloigna le téléphone de son oreille. « Il a dit quelque chose comme quoi il ne voulait pas d'anglais », expliqua-t-elle. Antoine passa la main sur son visage et l'interprète demanda, même s'il connaissait déjà la réponse. « Il ne répond toujours pas », répondit quelqu'un. L'employé tenta de maintenir l'appel en vie, répétant des phrases vagues demandant un instant. Pendant que les secondes s'écoulaient dans le couloir, Hugo s'arrêta complètement. Le son de la voix de l'autre côté venait maintenant par le haut-parleur improvisé, activé involontairement lorsque l'employé tenta de changer un réglage. Hugo comprit une phrase entière, puis une autre. Son cœur s'accéléra. « Maman » appela-t-il doucement. Marie se retourna immédiatement, effrayée. « Pas maintenant, Hugo ». Mais l'enfant ne regardait pas sa mère, il regardait vers la salle de réunion. « Il dit qu'il va raccrocher », murmura-t-il sans se rendre compte qu'il parlait plus fort qu'il ne le voulait. Marie sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Hugo, tais-toi » chuchota-t-elle, presque paniquée. Mais quelqu'un de la salle entendit. « Quoi » demanda un des cadres en ouvrant la porte vitrée. « Qui a dit ça » Hugo déglutit, sentit tous les regards tomber sur lui d'un coup. « C'était lui » demanda un autre en fronçant les sourcils, le fils de la femme de ménage. Marie lâcha le chiffon dans le chariot. « Excusez-moi » dit-elle rapidement. « Il ne sait pas ce qu'il dit. »« Si je sais » répondit Hugo d'une voix faible. Il a dit « Raccrochez ». Le silence qui se forma fut différent de tous les autres de ce jour. Ce n'était pas de la tension, c'était de l'étrangeté. Antoine s'approcha de la porte, observant l'enfant comme s'il n'avait pas été là avant. « Tu comprends l'allemand » demanda-t-il directement. Hugo hésita, regarda sa mère. Marie était pâle. « Un peu » répondit-il. « Je l'ai appris avec ma grand-mère. »« Ce n'est pas un jeu » dit un cadre. « Nous parlons d'un contrat de plusieurs millions. »« Je sais » répondit Hugo en baissant les yeux. « C'est pour ça que j'ai parlé. » Le téléphone était toujours ouvert. La voix de l'autre côté répétait quelque chose avec une impatience croissante. L'employé tenait l'appareil à 2 mains, sans savoir quoi faire. « Répondez » dit Antoine soudainement. Ce n'était pas une demande polie, c'était un ordre fatigué. L'employé tendit le téléphone dans sa direction, mais Antoine ne le prit pas. Il regarda Hugo. « Tu as dit que tu comprends. Parle. Que dit-il maintenant » Hugo inspira profondément. « Il demande s'il y a quelqu'un ici qui parle allemand ?» répondit-il. « Et si ce n'est pas le cas, il va raccrocher. » Un des cadres lâcha un rire nerveux. « C'est absurde. » Antoine ne rit pas. Le téléphone fit un petit déclic de l'autre côté. L'appel menaçait de tomber. Hugo fit un pas en avant sans s'en rendre compte. « Puis-je répondre » dit-il. « Non » répondit quelqu'un immédiatement. « C'est une affaire d'adulte. C'est un enfant » dit un autre. « C'est de la folie. » Marie sentit ses jambes trembler. « Hugo, viens ici » demanda-t-elle presque en pleurant, mais le téléphone sonna de nouveau. Un bref avertissement. « Dernière chance » dit la voix de l'autre côté, maintenant audible même pour ceux qui ne comprenaient pas l'allemand. Hugo reconnut les mots, le ton, la décision. Il regarda Antoine. « Il va raccrocher » dit-il maintenant. Antoine regarda l'enfant pendant 2 secondes trop longues. Puis il regarda autour de lui.
Il vit une salle pleine d'adultes préparés, bien payés, incapables de répondre. « Laissez-le parler », dit finalement Antoine. « Si ça se passe mal, la responsabilité est mienne », coupa-t-il. « Mais si nous raccrochons maintenant, c'est fini de toute façon. » L'employé tendit le téléphone à Hugo, les mains tremblantes. Le couloir semblait trop petit pour cette décision. Hugo ferma les yeux une seconde. Il se rappela sa grand-mère, la façon dont elle corrigeait sa prononciation avec patience. Il ouvrit les yeux. « Guten Tag », dit-il en allemand. Presque parfait, avec une voix trop ferme pour un enfant de 12 ans. Tous se figèrent, et le silence qui suivit n'était plus de la peur. C'était du choc. La première réponse de Hugo ne fut pas rapide, elle fut prudente. « Guten Tag », répéta-t-il, un peu plus fermement. « Un instant, s'il vous plaît. » La voix de l'autre côté de la ligne s'arrêta. Dans la salle, personne ne bougea. Il n'y eut ni célébration ni étonnement audible, juste ce silence inconfortable qui survient quand quelque chose d'inattendu se produit et que personne ne sait comment réagir. Antoine observait l'enfant avec attention. Il n'y avait pas d'émotion sur son visage. Il y avait du calcul, de l'évaluation. Il savait que c'était le genre de moment qui pouvait tout résoudre ou tout empirer définitivement. « Demandez ce dont ils ont besoin maintenant », dit-il doucement. Presque comme s'il ne voulait pas être entendu. Hugo acquiesça légèrement. Il ne regarda pas en arrière, ne chercha pas sa mère. Le téléphone tremblait un peu dans sa main, mais il garda la voix stable. « Qu'est-ce qui est encore nécessaire pour la confirmation ?» demanda-t-il en allemand. La réponse fut trop longue. Hugo fronça les sourcils un instant, non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il devait organiser mentalement ce qu'il entendait. C'étaient des termes plus techniques que ce à quoi il était habitué. Il inspira profondément. Il dit qu'il doit confirmer 2 points, traduisit-il. Un délai et une clause de responsabilité. Un murmure parcourut la salle. « Quelle clause ?» demanda un cadre, ouvrant déjà un document. Hugo retourna au téléphone et demanda avec précaution. L'homme répondit plus rapidement maintenant, moins agressif, toujours impatient, mais attentif. Hugo écouta jusqu'au bout. « C'est au sujet du retard de livraison », expliqua-t-il. « Ils veulent une garantie formelle écrite aujourd'hui même. » Antoine fit un geste rapide de la main. « Dites-lui que le service juridique est déjà en train d'ajuster cela et que nous enverrons le courriel dans quelques minutes. » Hugo acquiesça, mais il hésita avant de répéter. Quelque chose dans la phrase devait être ajusté. Il le savait. « Attendez, dit-il doucement. Si je dis ça, ça sonne comme une vague promesse. » Antoine le regarda fixement. « Alors, comment le diriez-vous » Hugo réfléchit 2 secondes. « Je dirais que le document est déjà en révision finale et que l'envoi est programmé, » répondit-il. Pas que nous allons essayer. Antoine acquiesça lentement. Ça a du sens. Hugo retourna au téléphone. La réponse fut plus courte. Cette fois, le ton de l'autre côté avait changé. Ce n'était plus de la menace, c'était de la négociation. Hugo détendit un peu ses épaules sans s'en rendre compte. « Il veut savoir qui parle ?» traduisit-il. Un des cadres lâcha un rire nerveux. « Dites-lui que c'est » commença quelqu'un. Antoine l'interrompit. « Dites votre prénom. » Hugo déglutit. « Mon nom est Hugo » dit-il. Il y eut une pause. La réponse vint plus douce qu'avant. Il a demandé si je suis responsable de la négociation, traduisit-il. Confus. Antoine s'approcha d'un pas. Dis que tu assistes l'équipe responsable, l'orienta-t-il. Hugo répéta en choisissant bien ses mots. L'homme répondit quelque chose qu'il ne comprit pas immédiatement. Un mot lui échappa. Il ferma les yeux une seconde. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît demanda-t-il en allemand. Un peu plus lentement. La salle entière retint son souffle. La répétition vint plus claire. Hugo comprit. « Il veut le nom de celui qui signe le contrat », dit-il en regardant Antoine. « Moi », répondit ce dernier sans hésiter. « Hugo informa ». La conversation se poursuivit quelques minutes de plus. Elles ne furent pas longues, mais elles parurent éternelles pour ceux qui regardaient de l'extérieur. Hugo ne fit pas de discours, n'essaya pas d'impressionner. Il se contenta de répondre, de traduire, de confirmer. À un moment donné, il faillit se tromper sur un terme juridique. Il s'arrêta au milieu de la phrase. « Attendez », dit-il doucement, couvrant le microphone de sa main. « Cette partie, vous me la confirmez. » Un avocat s'approcha rapidement, désigna le document. « C'est ça, Hugo acquiesça et reprit. » De l'autre côté de la ligne, l'homme inspira profondément. « Lucas. » Il l'entendit clairement. Il a dit qu'il allait attendre le courriel, traduisit-il, et que s'il le reçoit aujourd'hui, le processus continue. Antoine fit un signe au service juridique. Maintenant, la dernière phrase de Hugo vint calmement. « Nous confirmerons par écrit dans quelques minutes. Nous vous remercions de votre patience. » Il éloigna le téléphone de son oreille. Le clic sec de l'appel terminé résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de célébration, seulement des personnes qui se regardaient, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Qui est cet enfant ?» murmura quelqu'un presque sans voix.
Hugo sentit le poids du silence tomber sur lui. Le téléphone était toujours dans sa main. Il le rendit à l'employé avec précaution, comme si c'était quelque chose de trop fragile. « Puis-je partir » demanda-t-il doucement. Marie fit un pas en avant immédiatement. « Nous partons déjà » dit-elle précipitamment, la voix tremblante. Antoine leva la main. « Un instant » demanda-t-il. Marie se figea. Antoine regarda de nouveau Hugo. Maintenant, il n'y avait plus de calcul. Il y avait quelque chose de plus difficile à définir. « Tu as dit que tu as appris avec ta grand-mère » commenta-t-il. Hugo acquiesça. « Oui, monsieur, je veux mieux comprendre cela » dit-il ensuite en choisissant ses mots. Hugo acquiesça sans savoir si c'était bon ou mauvais. Dehors, le service juridique tapait déjà frénétiquement. Le contrat n'était pas encore conclu, mais il n'était pas perdu, et tous le savaient. Rien ne serait plus pareil après ce moment. Le soleil n'entrait plus avec la même force par les fenêtres quand Marie termina le dernier couloir. L'immeuble était plus silencieux. La course du matin était derrière, remplacée par une fatigue contenue de celles qui viennent après une tension prolongée. Hugo était assis sur une des chaises de la zone de support, serrant son sac à dos contre sa poitrine. Il ne disait rien. Depuis qu'ils avaient quitté la salle de réunion, personne n'avait dit exactement ce qui allait se passer. Il savait seulement qu'on ne les avait pas encore mis à la porte. « Ça va » demanda Marie à voix basse en rangeant le chiffon dans le chariot. Hugo acquiesça sans grande conviction. « Je vais bien. » En réalité, il ne savait pas quoi dire. Son corps était là, mais sa tête était encore piégée dans ce moment où tous les adultes s'étaient arrêtés pour l'écouter. Il n'aimait pas cette sensation. Il n'aimait pas être le centre d'attention, encore moins à cet endroit. Un assistant apparut quelques minutes plus tard. « Monsieur Antoine a demandé que vous attendiez », dit-il d'un ton neutre. « Il vous appelle tout de suite. » Marie sentit son estomac se nouer. « Maintenant » demanda-t-elle à peine. L'homme s'éloigna sans attendre de réponse. Marie s'assit à côté de son fils, lui passa la main dans les cheveux d'un geste automatique, essayant de se calmer elle-même plus que l'enfant. « Que Dieu fasse ce qu'il veut » murmura-t-elle. Hugo ne répondit pas. Il pensait à sa grand-mère, à la façon dont elle disait que quand on fait quelque chose de bien, on ne comprend pas toujours pourquoi sur le moment, mais on comprend après. Presque une heure passa avant que le même assistant ne revienne. « Vous pouvez entrer. » Le bureau d'Antoine Dubois était plus petit que ce qu'Hugo avait imaginé. Il n'avait rien de grandiose. Un bureau trop bien rangé, 2 chaises devant, une fenêtre avec vue sur la ville, un espace fonctionnel, froid, mais pas hostile. Antoine était sans sa veste, les manches de sa chemise retroussées. Il semblait plus fatigué que puissant. « Vous pouvez vous asseoir », dit-il en désignant les chaises. Marie s'assit avec précaution, comme si elle occupait une place qui ne lui appartenait pas. Hugo s'assit à ses côtés, gardant les mains sur son sac à dos. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. « J'ai dit il y a un instant que je voulais mieux comprendre », commença Antoine, rompant le silence. « Et je le veux toujours, mais non pas pour reprocher, mais pour comprendre. » Marie serra les doigts. « Nous ne voulions pas causer de problème, » dit-elle rapidement. « Je sais que je n'aurais pas dû amener mon fils, mais ce n'était que pour aujourd'hui. C'était une faveur que j'ai demandée. » Antoine leva la main, l'interrompant. « Il ne s'agit pas de ça, » dit-il. « C'est déjà passé. » Il reporta son regard sur Hugo. « Tu sembles très jeune pour porter ce genre de responsabilité, » commenta-t-il. Hugo haussa les épaules. « Je ne voulais pas de responsabilité, » répondit-il. « Je ne voulais juste pas que ça tourne mal. » Antoine acquiesça lentement. « Tu as parlé de ta grand-mère, » dit-il. « Raconte-moi calmement. » Hugo inspira profondément. Il n'aimait pas parler de cette partie de sa vie avec des étrangers, mais quelque chose dans son ton n'était pas invasif, c'était attentif. « Elle est venue d'Allemagne quand elle était jeune, » commença-t-il. « Elle s'est mariée ici, mais ne s'est jamais vraiment sentie d'ici. » Marie observait en silence. Cette histoire n'était pas nouvelle. Mais entendre son fils la raconter lui donnait une autre dimension. Elle disait que si elle arrêtait de parler allemand, elle allait disparaître, continua Hugo. Alors elle me parlait tout le temps de choses simples, de la journée, de la nostalgie. Antoine écoutait sans interrompre. Je restais avec elle presque toutes les nuits, dit Hugo. Ma mère travaillait, nous dînions ensemble. Elle m'apprenait des mots comme on enseigne l'affection. Hugo hésita un instant avant de continuer. Quand elle est tombée malade, elle n'est plus sortie de la maison, dit-il. Mais elle a continué à me parler, même fatiguée, même faible. Marie déglutit. C'est elle qui est restée quand le père d'Hugo est parti, ajouta-t-elle. Nous nous sommes soutenus comme nous le pouvions. Antoine détourna le regard vers la fenêtre un instant. Est-elle toujours en vie ? Demanda-t-il. Non, répondit Hugo d'une voix faible. Il y a 2 ans. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était respectueux. Alors, dit Antoine, le regardant de nouveau, tu n'as pas appris l'allemand pour l'utiliser. Tu l'as appris pour ne pas perdre quelqu'un. Hugo acquiesça. Je crois que oui. Antoine inspira profondément, croisa les mains sur le bureau. Aujourd'hui, tous les présents dans cette salle étaient préparés, dit-il. Diplôme, poste,
expérience. Et pourtant, personne n'a pu résoudre le problème. Il marqua une pause. Toi, tu as pu, parce que tu as écouté avant, pendant longtemps. Marie sentit ses yeux s'embuer, mais ne dit rien. Je ne crois pas aux coïncidences, continua Antoine. Je crois au contexte. Et votre contexte est difficile. Il s'adossa à sa chaise. J'ai encore des choses à terminer aujourd'hui, dit-il. Mais je veux clarifier une chose. Marie se raidit. Ce qui s'est passé ne sera pas ignoré, affirma-t-il. Non comme une faveur, non comme de la charité. Hugo serra la bandoulière de son sac à dos. Je ne veux rien, dit-il rapidement. Antoine sourit légèrement. Pas un sourire facile, un sourire fatigué. Je sais, répondit-il. Et c'est précisément pourquoi je veux réfléchir calmement à ce qui va suivre. Il se leva. Demain ou après-demain, je vous rappelle, dit-il sans hâte, sans alarme. Marie se leva aussi, incertaine. Merci de ne pas, commença-t-elle sans savoir comment finir. Devoir, compléta-t-il. Elle acquiesça. Antoine ouvrit la porte. Parfois, dit-il, on ne se rend compte de ce qu'on a que quand on est sur le point de le perdre. Dans le couloir, Marie et Hugo marchèrent ensemble en silence. L'immeuble semblait différent maintenant. Pas moins froid, mais différent. « Maman !» dit Hugo déjà près de l'ascenseur. « J'ai bien fait. » Marie s'arrêta, elle regarda son fils avec fermeté. « Tu as bien fait, » répondit-elle, « même si rien d'autre ne se passe. » Hugo inspira profondément. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais pour la première fois depuis le matin, il n'avait pas peur de ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, l'entreprise se réveilla différemment, pas plus calme, juste moins chaotique. La crise n'avait pas été oubliée, mais elle avait été contenue. Le contrat allemand exigeait encore des ajustements, des révisions, des signatures. Rien n'était officiellement conclu. Pourtant, personne ne parlait plus d'effondrement. Antoine Dubois arriva tôt, avant la plupart. Il entra dans le bâtiment sans long salut comme il le faisait toujours, mais quelque chose en lui sortait de l'ordinaire. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était de l'inconfort. Il passa directement par la réception et monta à son bureau. Il sortit son téléphone de sa poche et relut le courriel envoyé la veille. La confirmation des partenaires allemands était objective, sans éloge, sans enthousiasme, juste professionnelle. Cela fonctionnait ainsi dans le monde réel, cela avait toujours fonctionné. Pourtant, Antoine ne pouvait pas se sortir une image de la tête. Un enfant assis dans un couloir, serrant un vieux sac à dos, tandis que des adultes bien préparés se bloquaient devant un problème trop simple pour être ignoré. Il ferma son ordinateur portable plus fort qu'il ne l'avait voulu. Peu après, il appela le service juridique, demanda le rapport, revit les détails, confirma que tout était fait dans les délais. Quand il eut terminé, il appuya ses coudes sur le bureau et resta immobile quelques secondes. Ce n'était pas habituel pour lui. Marie arriva pour le service supplémentaire à l'heure habituelle. Elle ne commenta rien avec personne. Elle enfila son uniforme, prit le chariot et commença son travail comme si rien ne s'était passé. C'était ainsi qu'elle survivait, en ne créant pas d'attente, mais les regards avaient changé. Une employée la salua d'un hochement de tête. Un homme lui fit de la place dans le couloir sans se plaindre. Petit geste, rien d'explicite, mais différent. Marie le remarqua. Elle fit semblant de ne pas le remarquer. Hugo n'était pas là ce jour-là. L'école avait repris les cours. Le cahier était maintenant sur un pupitre simple dans une salle de classe ordinaire, tandis que sa mère traversait des couloirs qui, jusqu'à hier, semblaient inaccessibles. Au milieu de la matinée, Antoine sortit de son bureau et marcha dans l'étage. Il n'annonça pas sa présence, il observa seulement. Il vit des employés concentrés, d'autres tendus, certains indifférents. Il passa par la zone de soutien, où la veille Marie poussait le chariot avec trop de précipitation. Il s'arrêta là un instant. « Marie » appela-t-il. Elle se retourna immédiatement, le cœur s'accélérant. « Oui, monsieur. » Antoine remarqua le réflexe. Ce n'était pas du respect, c'était une peur entraînée. « Pouvez-vous venir avec moi 1 minute ?» demanda-t-il. Marie hésita juste le temps de lâcher le chiffon. Bien sûr, ils marchèrent jusqu'à une petite salle éloignée de la zone principale. Ce n'était pas une salle de réunion, c'était presque un bureau secondaire peu utilisé. « Asseyez-vous » dit Antoine en désignant la chaise. Marie s'assit avec précaution. « Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps » commença-t-il. « J'ai juste besoin de clarifier certaines choses. » Elle resta silencieuse. « Hier » dit Antoine, « vous vous êtes excusé plusieurs fois avant que quelqu'un ne dise quelque chose. » Marie serra les mains sur ses genoux. « C'est l'habitude » répondit-elle. « On apprend à anticiper. » Antoine resta silencieux quelques secondes. « Pourquoi avez-vous amené votre fils » demanda-t-il sans dureté. Marie inspira profondément. « Parce que je n'avais pas le choix » répondit-elle. L'école était fermée. J'avais besoin du service supplémentaire et j'avais besoin de garder mon emploi. Antoine acquiesça lentement. « Vous saviez que cela pouvait vous coûter votre travail. »« Je sais » dit-elle. « Mais parfois le risque existe déjà.
Même si on ne choisit pas, la réponse resta en suspens dans l'air. Vous n'avez jamais parlé de ce que votre fils sait, commenta Antoine. Je n'ai jamais pensé que cela importait, répondit Marie. Pas pour ce genre d'endroit. Antoine s'adossa à sa chaise. Ce genre d'endroit, répéta-t-il. C'est ce qui me gêne. Il se pencha un peu en avant. Hier, une salle pleine de professionnels s'est bloquée, dit-il. Non par incompétence, mais par structure, par habitude, par le fait de supposer que certaines ressources viennent toujours des mêmes endroits. Marie ne répondit pas. « Votre fils n'a pas sauvé un contrat », continua Antoine. « Il a sauvé une conversation parce qu'il a écouté avant, parce qu'il n'a pas eu peur de paraître petit. » Marie sentit ses yeux brûler, mais elle garda sa posture. « Ce n'était pas de la chance, dit-il. C'était du caractère et de l'attention. » Antoine se leva. « Je ne vais pas faire semblant que cela ne s'est pas produit. » affirma-t-il, et je ne vais pas non plus en faire un spectacle. Il marcha jusqu'à la porte, puis se tourna vers elle. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux que vous et votre fils reveniez ici un autre jour, calmement, en dehors du service, pour bien discuter. L'estomac de Marie se serra. Si c'est pour, commença-t-elle. Ce n'est pas un licenciement, coupa-t-il, ni un avertissement. Elle le regarda avec méfiance. J'ai besoin de réfléchir, continua Antoine, et vous avez besoin de comprendre ce que cela signifie. Marie se leva. « Merci de m'avoir appelé », dit-elle sans savoir si c'était bon ou mauvais. Antoine ouvrit la porte. « Parfois, dit-il, l'entreprise a besoin d'être confrontée pour se souvenir de qui est en son sein. » Marie sortit de la salle, le cœur lourd, mais différent. Pas soulagée, pas pleine d'espoir, juste attentive. À la fin de son service, elle appela Hugo. « Il veut nous parler de nouveau, dit-elle. »« C'est une bonne chose ?» demanda le fils de l'autre côté. Marie regarda l'immeuble avant de répondre. « Je ne sais pas encore, dit-elle, mais c'est sérieux. » Hugo resta silencieux quelques secondes. « Alors, c'est bon, » répondit-il. « Allons-y ensemble. » Marie raccrocha et inspira profondément. Certaines portes ne s'ouvrent pas brusquement. Elles grincent d'abord. Et Antoine le savait. S'il ignorait ce grincement, il ne sauverait pas un contrat. Il perdrait quelque chose de bien plus grand. Antoine ne fixa pas la conversation pour le lendemain. Il ne laissa pas non plus passer trop de temps. Il attendit juste assez pour que la poussière retombe, mais pas au point que cela ressemble à un oubli. 3 jours plus tard, il demanda qu'on contacte Marie. « Monsieur Antoine souhaite vous parler, à vous et à votre fils », dit la voix de l'autre côté de la ligne. « Cela peut être demain après-midi. » Marie raccrocha avec la sensation étrange de quelqu'un qui marche sur un terrain instable. Ce n'était pas une convocation formelle, ni une gentillesse. C'était quelque chose d'intermédiaire. Et cela la maintenait en alerte. Le lendemain, elle arriva plus tôt que l'heure convenue. Elle portait les mêmes vêtements simples que d'habitude, mais avait passé plus de temps que la normale à les choisir. Hugo marchait à ses côtés, son sac à dos sur le dos, l'expression fermée. Il n'avait pas peur, il était méfiant. Ils furent conduits à une salle plus petite, loin des zones de réunion et des couloirs les plus fréquentés. Un espace neutre avec une table simple, 3 chaises et une fenêtre latérale. Antoine était déjà là quand ils entrèrent. « Merci d'être venu », dit-il en se levant. « Vous pouvez vous asseoir. » Il n'y avait pas de formalité exagérée, pas d'intimité non plus, juste de la clarté. Antoine attendit qu'il s'installe avant de continuer. « J'ai beaucoup réfléchi depuis ce jour, pas seulement au contrat, mais à ce qui s'est passé autour de lui. » Marie garda les mains croisées sur ses genoux. Hugo regardait la table. « Ce que votre fils a fait n'était pas commun, dit-il. Mais ce n'était pas un miracle non plus. C'était une conséquence. » Hugo leva les yeux, confus. « Conséquence de quoi ?» demanda-t-il. « Du temps, » répondit Antoine. « De l'écoute, de l'attention. De quelque chose qui n'est généralement pas valorisé dans des environnements comme celui-ci. » Il inspira profondément avant de poursuivre. « Je ne veux pas transformer cela en une belle histoire, » continua-t-il. « Cela ne me semble juste ni pour vous ni pour moi. » Marie déglutit. « Alors, je vais être direct. » Il ouvrit un dossier et posa des papiers sur la table. « Hugo, tu as 12 ans, tu n'es pas un adulte, tu n'es pas un employé, et tu ne devrais pas porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. » Hugo acquiesça lentement. « C'est pourquoi, dit Antoine, toute proposition que je fais ne concerne pas le présent, mais ce qui vient après. » Il fit glisser un des papiers vers eux. « Je veux t'offrir une bourse d'études qui inclut un enseignement solide des langues, expliqua-t-il, l'allemand inclus, avec le matériel, le transport et un accompagnement pédagogique. » Hugo ouvrit les yeux. « Je n'ai pas demandé cela, dit-il rapidement. »« Je sais, répondit Antoine. C'est pour ça que je l'offre. » Marie sentit son cœur battre fort. « Et ce n'est pas une faveur, continua-t-il. C'est un investissement, car le talent sans structure se perd. » Hugo se mordit la lèvre inférieure. « Je ne veux pas que ma mère ait des problèmes à cause de moi, » dit-il. Antoine se tourna vers Marie. « Votre mère n'aura pas de problème, » affirma-t-il. Au contraire. Il sortit un autre document. « Marie, je ne sais pas exactement comment fonctionne votre contrat actuel, dit-il,
mais je sais qu'il n'est pas juste. » Marie sentit son visage brûler. « Je travaille la nuit, » répondit-elle. « Je fais des extras quand on m'appelle, et vous vivez à la limite, » compléta-t-il. « Ce n'est pas durable non plus, » expliqua-t-il en détaillant les options. Ajustement d'horaire, embauche fixe dans une équipe permanente. Avantage de base. Rien d'irréaliste, rien qui ne ressemble à une récompense. « Je n'offre pas d'argent en échange de ce qui s'est passé, » dit-il. « J'offre de la dignité pour que vous n'ayez pas à choisir entre travailler et protéger votre fils. » Le silence remplit la salle. Hugo regarda sa mère. Marie ne savait pas quoi dire. Tout cela semblait trop grand pour être assimilé d'un coup. « Je ne sais pas si je peux accepter, » dit Marie finalement. « Je n'ai jamais rien reçu de tel. » Antoine acquiesça. « Accepter, ce n'est pas mendier, » répondit-il. « C'est reconnaître que quelqu'un a vu de la valeur là où il n'y avait auparavant que fonction. » Hugo serra la bandoulière de son sac à dos. « Ma grand-mère, » commença-t-il en hésitant. « Elle aurait aimé ça. » Antoine sourit légèrement. « J'imagine que oui. » Il s'adossa à sa chaise. « Je n'ai pas besoin de réponse maintenant, » dit-il. « Réfléchissez, discutez, revenez quand vous voulez. » Marie inspira profondément. « Et si nous disons non ?» demanda-t-elle. « Alors rien ne change, » répondit-il. « Mais j'espère que vous ne direz pas non. » Hugo resta silencieux quelques secondes, puis leva le regard. « Si j'accepte, » dit-il, « c'est parce que je veux apprendre, pas parce qu'un jour j'ai répondu au téléphone. » Antoine acquiesça. « C'est exactement ce que j'attends. » Quand ils sortirent de la salle, le couloir sembla moins hostile, non pas plus accueillant, juste humain. Marie marchait lentement, comme si elle avait encore peur que quelqu'un dise que tout cela était une erreur. Dans l'ascenseur, Hugo rompit le silence. « Maman, dit-il, si nous acceptons, la vie va changer. » Marie réfléchit avant de répondre. « Elle va changer, dit-elle, mais pas parce que quelqu'un l'a voulu, mais parce que tu as ouvert une porte qui existait déjà. » Hugo appuya sa tête contre la vitre de l'ascenseur. Il ne savait pas exactement ce qui allait suivre, mais il savait une chose. Il ne reviendrait pas au même endroit qu'avant. Les jours suivants furent étranges. Marie continua sa routine comme si rien n'avait changé, car en pratique, rien n'avait encore changé. Elle arrivait à son service, nettoyait les couloirs, évitait les regards, mais quelque chose en elle bougeait, une espérance silencieuse qu'elle n'osait pas nommer. Hugo ressentait aussi cette étrangeté. À l'école, ses camarades parlaient de choses quotidiennes, de jeux vidéo, de séries, de potins sans importance, et lui sentait qu'il portait quelque chose de différent. Maintenant, ce n'était plus de l'orgueil, c'était un poids, le poids d'avoir fait quelque chose d'important sans l'avoir planifié. Un après-midi, quand Marie rentra chez elle après son service, elle trouva Hugo assis sur le canapé, le cahier ouvert, mais il n'écrivait pas, il regardait juste les pages. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en posant son sac sur la table. Hugo mit du temps à répondre. « Je pensais à grand-mère, dit-il, à tout ce qu'elle m'a appris. » Marie s'assit à ses côtés. Elle serait fière. « Oui, » dit Hugo en hochant la tête, « mais je ne sais pas si je mérite tout ça. » Marie le regarda fixement. « Il ne s'agit pas de mériter, Hugo. Il s'agit de saisir l'opportunité. » Il baissa le regard. « J'ai peur de décevoir. » Marie passa la main dans les cheveux de son fils. « Nous avons tous peur, » répondit-elle. « Mais la peur n'est pas une raison de ne pas essayer. » Hugo ferma son cahier. « Tu vas accepter ce que monsieur Antoine a proposé ?» demanda-t-il. Marie inspira profondément. « Je ne sais pas encore, » admit-elle. « Mais je pense que ce serait idiot de ne pas le faire. »« Alors faisons-le, » dit Hugo. « Ensemble. » Marie sourit. « Ensemble, » répéta-t-elle. 2 jours plus tard, Marie appela le numéro qu'Antoine lui avait donné. La voix de l'autre côté la connecta directement à lui. « Bonjour Marie, » dit Antoine. « Avez-vous réfléchi ?»« Oui, » répondit-elle. « Nous voulons accepter. » Il y eut une brève pause de l'autre côté. « Je suis heureux de l'entendre, » dit-il. « Je vais commencer à tout organiser. Pouvez-vous venir lundi ?»« Oui, monsieur, » répondit Marie. Quand elle raccrocha, elle sentit ses mains trembler. Non pas de peur, mais de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Hugo était dans sa chambre quand elle entra. « C'est fait, » dit-elle. « Nous avons accepté. » Hugo leva le regard. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit Marie. « Nous recommençons. » Le week-end passa lentement. Marie essaya de rester calme, mais l'anxiété la dominait. Elle nettoyait la maison plus que nécessaire. Elle rangeait des choses qui étaient déjà rangées. Elle cuisinait avec plus d'attention que d'habitude. Hugo, quant à lui, passait des heures à relire son cahier. Les mots de sa grand-mère semblaient plus vivants maintenant, plus réels, comme si elle était là pour le guider. Le dimanche soir, Marie s'assit avec Hugo à la table de la cuisine. « Je veux que tu saches quelque chose, dit-elle. Ce qui vient ne sera pas facile. » Hugo acquiesça. « Je sais. Il y aura des gens qui penseront que nous ne méritons pas cela, » continua-t-elle, « que c'était de la chance, que c'était une coïncidence. » Hugo la regarda fixement. « Et toi, qu'en penses-tu »
Marie sourit légèrement. Je pense que nous avons travaillé dur toute notre vie et que ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. Hugo acquiesça. Alors, c'est bon. Le lundi arriva avec une clarté étrange. Le ciel était dégagé, l'air frais. Marie s'habilla avec plus de soin que d'habitude. Pas des vêtements élégants, juste propres, repassés, dignes. Hugo se prépara aussi. Il rangea son cahier dans son sac à dos, comme il le faisait toujours. Il ne savait pas s'il en aurait besoin, mais cela lui donnait de la sécurité de l'avoir. Ils arrivèrent à l'immeuble avant l'heure convenue. Le gardien de sécurité les reconnut cette fois. « Bonjour », dit-il avec un bref sourire. Marie acquiesça, surprise. « Bonjour ». Ils montèrent à l'étage où se trouvait le bureau d'Antoine. Cette fois, il n'y avait pas de tension dans l'air, juste de l'attente. Quand ils entrèrent, Antoine les attendait déjà. Il avait plusieurs documents sur son bureau, tous organisés avec précision. « Asseyez-vous », dit-il. « Nous allons tout revoir calmement. » Ils passèrent l'heure suivante à examiner les détails. L'école pour Hugo, le changement de contrat pour Marie, les avantages, les horaires, les responsabilités. Tout était expliqué clairement, sans petites lignes, sans piège. « Avez-vous des questions ?» demanda Antoine à la fin. Marie hésita avant de parler. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Vraiment ?» Antoine s'adossa à sa chaise. « Parce que ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose, » répondit-il. « Cette entreprise a des ressources, elle a du personnel qualifié, elle a une structure, mais nous avons failli tout perdre, parce que nous n'avons pas su voir ce que nous avions sous les yeux. » Il regarda Hugo. « Votre fils n'a pas seulement résolu un problème. Il m'a montré que le talent est partout, seulement parfois nous ne le cherchons pas aux bons endroits. » Marie sentit ses yeux s'embuer. « Merci », dit-elle simplement. Antoine acquiesça. « Ne me remerciez pas encore. Le vrai travail commence maintenant. » Hugo regarda les documents sur la table. « Quand est-ce que je commence à la nouvelle école ?» demanda-t-il. « La semaine prochaine », répondit Antoine. « Ils sont déjà au courant de ton arrivée. » Hugo acquiesça, sentant le poids de la réalité. C'était réel. Cela se produisait. Marie signa les papiers d'une main tremblante. Chaque signature semblait clore une étape et en ouvrir une autre. Quand elle eut terminé, Antoine lui tendit la main. « Bienvenue dans l'équipe permanente », dit-il. Marie lui serra la main, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas invisible. Hugo signa également les documents de la bourse. Sa signature était petite, tremblante, mais elle était là. Quand ils sortirent du bureau, le monde sembla différent. Rien n'avait changé dans la rue, dans l'immeuble, dans la ville, mais quelque chose en eux était différent. Dans l'ascenseur, Marie serra son fils dans ses bras. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-elle. Hugo acquiesça contre l'épaule de sa mère. « Nous y sommes arrivés », répéta-t-il. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils sortirent ensemble dans la rue. Le soleil brillait plus fort. Maintenant, la ville semblait plus claire, plus vivante. Marie inspira profondément. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur du lendemain. Hugo marchait à ses côtés, son sac à dos sur le dos, regardant devant lui. Il ne savait pas exactement ce qu'il attendait, mais il savait qu'il n'était pas seul, et c'était suffisant. Cette nuit-là, Marie appela sa sœur pour tout lui raconter. La conversation dura plus d'1 heure. Il y eut des larmes, des rires, de l'incrédulité. Quand elle raccrocha, Marie s'assit sur le canapé et regarda autour d'elle. La maison était la même, petite, modeste, avec des murs qui avaient besoin d'être peints, mais maintenant elle semblait différente. Elle semblait un point de départ, non une limite. Hugo était dans sa chambre en train d'écrire dans son cahier. Pas des mots en allemand cette fois, mais des pensées en français. Des réflexions sur ce qui s'était passé, sur ce qui allait venir. Il écrivit sur sa grand-mère, sur la façon dont elle lui avait donné quelque chose sans le savoir. Pas seulement une langue, mais la capacité d'écouter, de faire attention, de ne pas avoir peur. Il ferma son cahier et le rangea dans son sac à dos. Demain serait le début de quelque chose de nouveau, et il était prêt. La première semaine à la nouvelle école fut plus difficile qu'Hugo ne l'avait imaginé. Non pas parce que les cours étaient compliqués, mais parce que tout était différent. Les couloirs étaient plus larges, les salles de classe mieux éclairées, les pupitres ne grinçaient pas quand on s'asseyait. Même l'odeur était différente, un mélange de livres neufs et de produits de nettoyage chers. Hugo arriva le premier jour avec le sac à dos usé qu'il avait utilisé pendant des années. Marie avait voulu lui en acheter un nouveau, mais il refusa. « Je n'ai pas besoin de tout changer d'un coup », avait-il dit. Et elle avait compris. La directrice le reçut personnellement. « Bienvenue, Hugo », dit-elle avec un sourire professionnel. « J'espère que tu te sentiras à l'aise ici. » Hugo acquiesça sans trop parler. La femme le conduisit à sa salle de classe, un espace ample avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Les autres élèves étaient déjà assis, conversant entre eux avec familiarité. Quand il entra, certains se retournèrent pour le regarder. D'autres ne levèrent même pas les yeux. « Classe, nous avons un nouvel élève », annonça la professeure. « Hugo, tu peux t'asseoir là au fond. »
près de la fenêtre. Hugo marcha entre les pupitres, sentant chaque regard. Il s'assit en silence, sortit son cahier usé et le posa sur la table. Un garçon à côté de lui le regarda avec curiosité, mais ne dit rien. La classe commença. C'était des mathématiques. Un sujet qu'Hugo maîtrisait bien, mais il ne participa pas. Il garda la tête baissée, prit des notes, essaya de passer inaperçu. C'était sa stratégie, celle qui avait toujours fonctionné. À la récréation, il resta en classe pendant que les autres sortaient en courant dans la cour. Il n'avait pas faim, il n'avait pas envie de socialiser, il voulait juste que la journée se termine. Une fille s'approcha avant de sortir. « Tu ne sors pas ?» demanda-t-elle. Hugo fit non de la tête. « Je suis bien ici ?» La fille haussa les épaules. « Comme tu veux. Je m'appelle Chloé, au fait. »« Hugo » répondit-il, même si elle le savait déjà. Chloé sortit, et Hugo resta seul. Il regarda par la fenêtre vers la cour. Des groupes d'élèves conversaient, riaient, partageaient de la nourriture. Tous semblaient se connaître depuis des années. Tous semblaient appartenir. Lui, non. L'après-midi passa lentement. Plus de cours, plus de regards, plus de silence. Quand la cloche de sortie sonna finalement, Hugo fut le premier à se lever. Il rangea rapidement ses affaires et sortit sans dire au revoir. Marie l'attendait à la porte de l'école. Elle avait demandé la permission au travail pour être là. Quand elle vit son fils sortir, elle remarqua immédiatement l'expression sur son visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle alors qu'il marchait vers l'arrêt de bus. « Bien », répondit Hugo sans la regarder. Marie savait que ce n'était pas vrai, mais elle n'insista pas. « Donne-lui du temps », pensa-t-elle. « Il a juste besoin de temps. » Cette nuit-là, Hugo toucha à peine son dîner, s'enferma dans sa chambre et ouvrit son cahier. Il écrivit une seule phrase. « Je ne sais pas si j'ai ma place ici. » Les jours suivants furent similaires. Hugo assistait aux cours, écoutait attentivement, faisait ses devoirs, mais il ne parlait à personne, ne posait pas de questions, ne levait pas la main même s'il connaissait les réponses. Les professeurs commencèrent à le remarquer. Dans la salle des professeurs, il commentait le nouvel élève qui était intelligent, mais trop silencieux. « Nous devrions lui parler », suggéra l'un. « Donnez-lui du temps », répondit un autre. « C'est normal qu'il soit nerveux. » Mais Marie ne pouvait pas rester tranquille. Elle voyait son fils se renfermer chaque jour un peu plus. Elle voyait comment il rentrait chez lui avec la même expression vide, comment il faisait semblant que tout allait bien quand ce n'était clairement pas le cas. Un soir après le dîner, elle s'assit en face de lui. « Hugo, nous devons parler, dit-elle. » Il leva les yeux de son cahier. « De quoi ? De l'école. De ce que tu ressens vraiment. » Hugo soupira. « Je vais bien, maman. Ne me mens pas, » dit Marie fermement. « Je te connais. Je sais quand quelque chose te dérange. » Hugo baissa le regard. « Ce n'est pas que quelque chose me dérange, » dit-il lentement. « C'est juste que je ne m'intègre pas. » Marie sentit sa poitrine se serrer. « Pourquoi dis-tu cela ? Parce que tout le monde là-bas vient de familles différentes, » expliqua Hugo. « Ils ont des vêtements neufs, des téléphones chers, ils parlent de voyages et de choses que je n'ai jamais eues. Et moi je suis le fils de la femme de ménage. » Marie sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Écoute-moi bien, » dit-elle en prenant les mains de son fils. « Tu n'es pas moins que quiconque à cause de cela. Tu as gagné ta place dans cette école parce que tu as du talent, parce que tu as de la dédicace. » Hugo secoua la tête. « Personne ne me voit comme ça, maman. Il me voit comme le garçon pauvre qui a eu de la chance. » Marie serra ses mains. « Alors, prouve-leur qu'ils ont tort. » Hugo la regarda confus. « Comment ? En étant toi-même » répondit-elle. « En ne te cachant pas, en ne faisant pas semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, en montrant ce que tu sais, ce que tu peux faire. » Hugo ne répondit pas. Mais quelque chose dans ses yeux changea légèrement. Le lendemain, Hugo arriva à l'école avec le même sac à dos usé, les mêmes vêtements simples, mais quelque chose dans sa posture était différent. Il ne marchait pas la tête aussi basse. En cours d'allemand, le professeur demanda des volontaires pour lire un texte à voix haute. Personne ne leva la main. Tous regardaient le livre avec des expressions confuses. Le professeur soupira. « Personne ne veut essayer ?» Silence. Hugo sentit son cœur battre plus vite. Il se rappela les mots de sa mère. Il se rappela la voix de sa grand-mère. Il se rappela ce jour dans l'immeuble où il avait dû décider s'il parlait ou s'il restait silencieux. Il leva la main. Le professeur le regarda surpris. « Hugo, tu veux essayer ?» Hugo acquiesça. « Oui. » Il se leva, prit le livre et commença à lire. Sa prononciation était parfaite, fluide, naturelle. Les mots sortaient sans effort, avec l'accent correct, avec l'intonation précise. La salle resta silencieuse. Tous le regardaient maintenant, mais non pas avec moquerie ou curiosité superficielle. Ils le regardaient avec un étonnement sincère. Quand il eut terminé, le professeur applaudit. « Excellent, Hugo. Vraiment excellent. Où as-tu appris à parler comme ça ? » « Avec ma grand-mère, » répondit Hugo simplement. Le professeur acquiesça, impressionné. « On voit que tu as appris de quelqu'un qui connaissait vraiment la langue. »
Elle était native, n'est-ce pas? Oui, dit Hugo, de Berlin. Pendant la récréation, plusieurs élèves s'approchèrent de lui. Chloé fut la première. C'était incroyable, dit-elle. Sérieusement, tu parles si bien allemand? Hugo haussa les épaules. Oui, je suppose. Tu peux m'apprendre? Demanda-t-elle. Je suis en train d'échouer à ce cours. Hugo hésita. Je ne suis pas professeur, dit-il. Mais tu parles mieux que le professeur, insista-t-elle. S'il te plaît. Hugo regarda autour de lui. D'autres élèves semblaient aussi intéressés. D'accord, dit-il finalement. Je peux t'aider. Chloé sourit. Merci. Déjeunons ensemble. Hugo acquiesça. Bien sûr. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé à cette école, il ne déjeuna pas seul. Il s'assit avec Chloé et deux autres élèves qui avaient également des difficultés avec l'allemand. Ils parlèrent du cours, du professeur, des devoirs. Ce ne fut pas une transformation magique. Hugo se sentait toujours déplacé à bien des égards, mais c'était un début. Cet après-midi-là, quand Marie vint le chercher, elle remarqua immédiatement le changement. Hugo ne souriait pas largement, mais il n'avait pas non plus cette expression vide des jours précédents. « Comment ça s'est passé aujourd'hui » demanda-t-elle. « Mieux » répondit Hugo. « Beaucoup mieux » Marie sourit. « Je suis heureuse de l'entendre. » Dans le bus du retour à la maison, Hugo lui raconta le cours d'allemand, comment il avait lu à voix haute, comment les autres élèves s'étaient approchés de lui. Marie écoutait, le cœur rempli. C'était le fils qu'elle connaissait, celui qui n'avait pas peur de montrer ce qu'il savait, celui qui aidait sans rien attendre en retour. Quand ils arrivèrent à la maison, Hugo sortit son cahier et barra la phrase qu'il avait écrite quelques jours plus tôt. « Je ne sais pas si j'ai ma place ici. » En dessous, il en écrivit une nouvelle. « Je suis encore en train de trouver ma place, mais je la trouverai. » Les semaines suivantes apportèrent d'autres changements. Hugo commença à participer davantage en classe, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Les professeurs remarquèrent son intelligence, son dévouement, sa capacité d'analyse. En mathématiques, il résolut un problème que personne d'autre n'avait pu. En histoire, il fit une présentation sur l'immigration allemande en France qui impressionna toute la classe. En littérature, il écrivit un essai sur l'importance de préserver les langues maternelles que le professeur lut à voix haute, comme exemple. Peu à peu, Hugo cessa d'être le nouveau pour devenir simplement Hugo, l'élève brillant, le camarade prêt à aider, celui qui parlait allemand comme s'il était né là, bas. Mais tout ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des jours où il se sentait épuisé par l'effort de devoir constamment prouver sa valeur, des nuits où il se demandait si ce serait jamais suffisant. Un après-midi, après un examen particulièrement difficile, il rentra chez lui plus silencieux que d'habitude. Marie le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle. Hugo laissa tomber son sac à dos sur le canapé. « Rien, dit-il. Je suis juste fatigué. » Marie s'assit à ses côtés. « C'est plus que ça. » Hugo soupira. « Parfois, j'ai l'impression que je dois être parfait, » admit-il, comme si toute erreur allait confirmer ce que certains pensent, que je ne devrais pas être là. Marie prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Tu n'as pas besoin d'être parfait. Personne ne l'est. La seule chose que tu as à faire, c'est de faire de ton mieux et tu le fais déjà. » Hugo sentit les larmes monter. « C'est difficile, maman. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais regarde tout ce que tu as déjà accompli. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. » Hugo acquiesça, laissant les larmes couler. Marie le serra fort dans ses bras, le laissant se défouler. Quand ils se séparèrent, Hugo s'essuya le visage. « Merci, maman. Toujours, » répondit-elle. Cette nuit-là, Hugo écrivit dans son cahier une longue réflexion sur la pression, sur les attentes, sur la peur de l'échec, mais aussi sur la gratitude, sur les opportunités, sur l'amour de sa mère et la mémoire de sa grand-mère. Il termina par une phrase qu'il se répéterait dans les jours difficiles. « Je n'ai pas besoin d'être parfait, j'ai juste besoin d'être authentique. » À la fin du premier mois, l'école organisa une présentation culturelle. Chaque élève devait partager quelque chose sur son héritage ou ses intérêts. Beaucoup choisirent des présentations élaborées avec des vidéos et de la musique. Hugo choisit quelque chose de plus simple. Il se tint devant la classe et récita un poème en allemand que sa grand-mère lui disait souvent. Il le récita lentement, avec émotion, la voix légèrement brisée par endroits. Quand il eut terminé, il y eut un silence profond. Puis, des applaudissements. Chloé s'approcha de lui après. « C'était magnifique », dit-elle les yeux brillants. « Ta grand-mère serait fière. » Hugo sourit. « J'espère. » Cet après-midi-là, quand Marie vint le chercher, Hugo courut vers elle avec un sourire sincère. « Maman, dit-il, je crois que j'ai enfin trouvé ma place. » Marie le serra fort dans ses bras. « Tu l'as toujours eu, » répondit-elle. « Tu avais juste besoin de temps pour le voir. » Ils marchèrent ensemble vers l'arrêt de bus, conversant sur la journée, sur la présentation, sur les projets pour le week-end. Pour la première fois depuis longtemps, tous deux se sentaient en paix. Le chemin n'avait pas été facile. Il y aurait encore des défis à venir.
Mais maintenant, il savait quelque chose de fondamental. Il n'était pas seul, et cela faisait toute la différence. Tandis qu'Hugo s'adaptait à sa nouvelle réalité scolaire, Marie affrontait sa propre transformation. Le passage du service de nuit au service de jour avait été plus significatif qu'elle ne l'imaginait, non seulement pour les heures de sommeil récupérées, mais pour tout ce que cela représentait. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait marcher dans les couloirs de l'entreprise à la lumière du jour. Elle pouvait voir les visages des personnes avec qui elle partageait le bâtiment. Elle pouvait sentir qu'elle existait, non plus seulement comme une ombre qui passait la nuit, nettoyant ce que les autres salissaient. Mais la transition ne fut pas simple. Le premier jour de son poste fixe, Marie arriva à l'immeuble avec un mélange de nervosité et d'espoir. Le gardien de sécurité la salua différemment cette fois. « Bonjour Marie », dit-il en utilisant son nom. « Tu as déjà ton nouveau badge à la réception. » Marie acquiesça, pas encore habituée à être reconnue. « Merci. » À la réception, une femme lui tendit le nouveau badge. « Celui-ci est permanent », expliqua-t-elle. « Tu n'as plus besoin de le renouveler chaque mois. » Marie prit la carte, les mains tremblantes. C'était une petite chose. Mais pour elle, cela signifiait la stabilité. Cela signifiait qu'elle n'était pas temporaire, qu'on ne pouvait pas la licencier du jour au lendemain sans raison. Elle monta à l'étage des services où elle aurait désormais sa base. Le superviseur l'attendait là, un homme d'âge mûr nommé Marc, qui travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans. « Bienvenue dans l'équipe, Marie », dit-il en lui tendant la main. « Nous allons bien travailler ensemble. » Marie lui serra la main. « Merci pour l'opportunité. » Marc lui montra les nouvelles zones assignées. Il lui expliqua les horaires, les routines, les attentes. Tout était plus organisé qu'avant, plus structuré. Il ne s'agissait plus de se présenter quand on l'appelait et de faire ce qui était urgent. Maintenant, il y avait un plan, un système, un rythme. « Tu verras qu'ici, nous travaillons différemment », dit Marc pendant qu'il marchait. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer. Il s'agit d'entretenir, d'anticiper, de prendre soin des espaces. Marie écoutait attentivement, absorbant chaque mot. « Je comprends. Et autre chose, continua-t-il, ici, nous nous traitons tous avec respect. Peu importe le poste, peu importe la position, nous sommes une équipe. » Marie sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, quelque chose qui avait été serré si longtemps qu'elle ne le remarquait même plus. C'était la peur constante, le fait d'être toujours en alerte, d'attendre les mauvais traitements comme quelque chose de normal. « Merci », dit-elle simplement parce qu'elle ne trouvait pas d'autres mots. Les premiers jours furent une période d'adaptation. Marie rencontra ses nouveaux collègues, 3 autres membres de l'équipe de nettoyage qui travaillaient aux mêmes horaires, 2 femmes et un homme, tous avec des années d'expérience. Au début, ils furent prudents avec elle. Ils savaient qu'elle était arrivée différemment, que son histoire était particulière, mais Marie n'attendait pas de traitement spécial. Elle travaillait dur, arrivait tôt, restait jusqu'à ce que tout soit terminé. L'une de ses collègues, une femme nommée Sophie, s'approcha d'elle après la première semaine. « Tu travailles bien », commenta-t-elle pendant qu'elles organisaient les chariots. « Tu n'attends pas que les autres fassent ta part. » Marie haussa les épaules. « C'est comme ça qu'on m'a appris. » Sophie sourit. « Ça se voit. Au fait, certains d'entre nous prennent un café avant le service. Si tu veux te joindre à nous, tu es la bienvenue. » Marie sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « J'aimerais bien, » répondit-elle. Ce fut un geste simple, une invitation occasionnelle, mais pour Marie, cela signifiait l'acceptation. Cela signifiait qu'elle n'était pas seulement celle qu'Antoine Dubois avait aidée, mais une collègue de plus. Les matins commencèrent à prendre un nouveau rythme. Marie se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour Hugo, l'accompagnait à l'arrêt de bus, puis prenait le sien pour aller au travail. Elle arrivait 15 minutes avant son service. Elle prenait un café avec Sophie et les autres, discutant de choses quotidiennes. C'était une vie normale. Et pour Marie, qui n'avait jamais eu une vie vraiment normale, c'était extraordinaire. Mais tout n'était pas facile. Il y avait encore des regards, il y avait encore des murmures. « C'est la femme dont il parle », entendit Marie un jour alors qu'elle passait dans un couloir. « Celle que le patron a aidée. »« Oui », répondit une autre voix, « pour le fils qui a sauvé le contrat allemand. » Marie serra plus fort la poignée du chariot et continua de marcher. Elle ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière, mais les mots résonnaient. Cette nuit-là, en dînant avec Hugo, il remarqua son silence. « Ça va, maman ?» demanda Hugo. Marie acquiesça, juste fatiguée, mais Hugo la connaissait trop bien. « C'est plus que ça. » Marie soupira. « Parfois, j'entends ce que les gens disent, » admit-elle. « Sur nous, sur la façon dont nous sommes arrivés ici. » Hugo posa sa fourchette. « Que disent-ils? Que c'était de la chance? Que c'était une faveur? Que ce n'est pas par mérite ?» expliqua Marie. « Et même si je sais que ce n'est pas vrai, parfois les mots pèsent. » Hugo regarda sa mère avec une maturité qui ne correspondait pas à ses 12 ans. « Tu sais ce que j'ai appris à l'école ?» dit-il. « Que les gens auront toujours des opinions, mais la seule chose qui compte, c'est ce que toi tu sais de toi-même. » Marie sourit, les yeux humides. «
Quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai eu une maman qui m'a appris à ne pas abandonner, répondit-il. Marie tendit la main sur la table et Hugo la prit. Tous deux restèrent ainsi un moment, en silence, se rappelant mutuellement qu'ils n'étaient pas seuls. Les jours se transformèrent en semaines. Marie commença à se sentir plus à l'aise dans son nouveau rôle. Elle connaissait mieux les espaces, anticipait les besoins, travaillait avec efficacité. Marc la félicitait régulièrement pour ses performances. Un jour, alors qu'elle nettoyait près des bureaux des cadres, elle vit Antoine sortir d'une réunion. Il la remarqua et s'approcha. « Marie, comment ça va ?» demanda-t-il. « Bien, monsieur », répondit-elle. « Merci. » Antoine secoua la tête. « Ne me remercie pas. Tu as gagné cela. » Marie acquiesça, mais quelque chose dans son expression fit qu'Antoine s'arrêta. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Marie hésita avant de répondre. « Parfois, je me demande si les gens pensent que je ne mérite pas d'être ici, » admit-elle, que c'était juste parce que Hugo a aidé ce jour-là. Antoine la regarda fixement. « Et toi, qu'en penses-tu » Marie inspira profondément. « Je pense que j'ai travaillé toute ma vie, que j'ai été responsable, dévoué, que je n'ai jamais manqué sans raison, que je mérite la stabilité autant que n'importe qui. » « Exactement, » dit Antoine. « Et si quelqu'un pense différemment, c'est son problème, pas le tien. » Marie sentit quelque chose se renforcer en elle. « Vous avez raison. » Antoine acquiesça. « Continue à travailler comme tu le fais. » Les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand il s'éloigna, Marie resta debout un instant. Puis elle retourna à son travail, mais cette fois avec le dos un peu plus droit, la tête un peu plus haute. Cet après-midi-là, Sophie l'invita à déjeuner avec l'équipe à la cafétéria du personnel. C'était la première fois que Marie y entrait en tant qu'employée permanente. Avant, quand elle faisait des services de nuit sporadiques, elle mangeait seule dans un coin, rapidement, sans attirer l'attention. Maintenant, elle s'assoyait à une table avec ses collègues, conversant, riant. Ils parlaient de leur famille, de leurs projets de week-end, de leurs préoccupations quotidiennes. « Ma fille veut un chien », disait Sophie. « Mais nous vivons dans un petit appartement. Le mien veut aller à un concert », commentait un autre. « Mais les billets sont très chers. » Marie écoutait plus qu'elle ne parlait, mais elle se sentait faire partie de quelque chose. C'était un sentiment nouveau, chaleureux, réconfortant. « Et ton fils ?» demanda Sophie. « Comment va-t-il à la nouvelle école ?» Marie sourit. « Bien. Il a eu un début difficile, mais maintenant il trouve sa place. C'est un bon garçon », commenta Marc, qui s'était joint à la table. « Je l'ai vu le jour de l'appel. Il a du tempérament. » Marie acquiesça avec fierté. Oui, quand le déjeuner fut terminé, Marie retourna à son travail en se sentant différente. Non seulement reconnaissante pour l'opportunité, mais la méritant. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas une faveur. C'était la reconnaissance d'années de travail acharné, de dévouement silencieux, de ne jamais avoir abandonné. À la fin de la journée, alors qu'elle rangeait ses affaires dans son casier attitré, un autre symbole de permanence, Marie se regarda dans le petit miroir qu'elle avait collé à l'intérieur. La femme qui lui rendait son regard avait des rides de fatigue, des mains rugueuses de tant d'années de dur labeur, mais elle avait aussi des yeux plus brillants qu'avant, une posture plus ferme. C'était la même femme qui était entrée dans l'immeuble des mois auparavant, nerveuse et effrayée, espérant être invisible, mais maintenant elle se voyait elle-même, et cela changeait tout. Les semaines se transformèrent en mois. La routine de Marie devint naturelle, automatique. Elle connaissait chaque recoin de l'immeuble, chaque tâche difficile, chaque détail qui nécessitait une attention particulière. Mais plus importante encore, elle connaissait les gens. Elle apprit les noms des cadres qui passaient pressés. Elle savait qui prenait du café noir et qui le préférait avec du lait. Elle savait quels bureaux restaient ordonnés et lesquels étaient toujours en désordre. Et quelque chose de curieux commença à se produire. Les gens commencèrent à la saluer. Ce n'était pas universel. Beaucoup passaient encore sans la voir, absorbés par leur téléphone, leurs préoccupations, mais d'autres s'arrêtaient. « Bonjour Marie, comment allez-vous? Comment va votre fils ?» Au début, Marie répondait avec surprise, presque avec méfiance, mais elle apprit progressivement à accepter ces interactions comme ce qu'elles étaient, une reconnaissance humaine de base. Un matin, alors qu'elle nettoyait l'espace de repos, l'une des jeunes cadres s'approcha d'elle. « Excusez-moi, êtes-vous la mère du garçon qui parle allemand ?» demanda-t-elle. Marie se redressa. « Oui, c'est moi. » La femme sourit. « Mon petit frère est dans la même école. Il m'a raconté la présentation que votre fils a faite. Il a dit que c'était impressionnant. » Marie sentit sa poitrine se gonfler de fierté. « C'est un bon garçon. On voit qu'il a eu une bonne maîtresse, » commenta la cadre. « Peu d'enfants valorisent l'apprentissage comme lui. » Quand la femme s'éloigna, Marie resta immobile, tenant le chiffon de nettoyage, sentant quelque chose de chaud parcourir son corps. Ce n'était pas seulement la fierté pour Hugo, c'était quelque chose de plus profond. C'était la validation que tous les efforts, tous les sacrifices, toutes les nuits sans sommeil avaient valu la peine. Mais tout n'était pas lumineux, il y avait aussi des jours sombres. Un jour, alors qu'elle nettoyait près des bureaux des cadres,
Elle entendit une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. « Il est évident qu'Antoine a fait cela pour son image », disait une voix masculine. Après l'affaire du contrat, il avait besoin de bien paraître. Une autre voix répondit sur un ton cynique, typique. « Ils embauchent une femme de ménage permanente, donnent des avantages à son fils et se lavent les mains en disant qu'ils sont une entreprise inclusive. » Marie sentit son estomac se contracter. Elle resta paralysée derrière la porte, le cœur battant fort. Au moins, le garçon semble intelligent, continua la première voix. Mais combien de temps cela durera-t-il? Ces cas de charité ne finissent jamais bien. Marie serra les poings. Elle voulait entrer, elle voulait se défendre, elle voulait leur crier qu'ils avaient tort, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle savait que leur donner la satisfaction de la voir affectée ne ferait que confirmer leurs préjugés. Elle inspira profondément, s'obligea à se calmer et continua son travail. Mais les mots restèrent plantés comme des épines. Cette nuit-là, Marie ne raconta rien à Hugo. Elle ne voulait pas le charger du poids des opinions d'autrui. Il avait déjà assez de ses propres batailles, mais Hugo le remarqua quand même. « Maman, tu es sûre que ça va ?» demanda-t-il pendant qu'il dînait. Marie força un sourire. C'était juste une longue journée. Hugo l'observa avec ses yeux qui semblaient en voir trop. « Si quelqu'un te dit quelque chose de méchant, ne fais pas attention, dit-il. Nous connaissons la vérité. » Marie sentit les yeux s'humidifier. « Comment es-tu devenue si perspicace ?»« J'ai eu une bonne maîtresse, » répondit Hugo avec un petit sourire. C'était un écho de ce que la cadre lui avait dit ce matin-là. Marie rit doucement en s'essuyant les yeux. « Je suppose que oui. » Les jours continuèrent. Marie continuait de travailler avec la même dévotion, avec la même excellence, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que c'était qui elle était. Le travail acharné était dans sa nature, dans ses os. Un vendredi après-midi, Marc l'appela à son bureau. Marie ressentit un moment de panique irrationnelle. « J'ai fait quelque chose de mal. Ils allaient la licencier. »« Tranquille, » dit Marc, remarquant son expression. « Ce sont de bonnes nouvelles. » Marie respira, soulagée. « Que se passe-t-il » Marc lui tendit une enveloppe. « C'est ton évaluation du premier trimestre, » expliqua-t-il. « Je veux que tu la voies. » Marie ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un document avec plusieurs catégories. Ponctualité, qualité du travail, attitude, esprit d'équipe. Dans toutes les catégories, il y avait des marques d'excellence. À la fin, il y avait un commentaire écrit à la main. Marie approuvait être une employée exemplaire. Son dévouement et son professionnalisme sont un atout pour l'équipe. Je recommande d'envisager des opportunités de croissance. Marie lut les mots 2 fois, 3 fois. Elle n'en croyait pas ses yeux. « C'est » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Marc sourit. « C'est ce que tu mérites. Tu as travaillé dur, Marie, et ça se voit. » Marie sentit les larmes couler librement maintenant. « Merci, » murmura-t-elle. « Ne me remercie pas, » répondit Marc. « Tu as gagné ça. » Quand Marie sortit du bureau, elle tenait l'enveloppe contre sa poitrine, comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. D'une certaine manière, c'était le cas. C'était la preuve tangible que ce n'était pas de la charité, pas une faveur, c'était du mérite. Cette nuit-là, elle montra le document à Hugo. Il le lut attentivement, puis il la serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi, maman. » Marie rit entre ses larmes. « C'est moi qui suis censé dire ça de toi. Nous pouvons être fiers l'un de l'autre, » répondit Hugo. Ils restèrent enlacés un long moment, 2 personnes qui avaient tant lutté et qui voyaient enfin les fruits de cette lutte. Le week-end, Marie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle invita sa sœur à manger, non pas dans un restaurant cher, mais chez elle, avec de la nourriture qu'elle avait elle-même préparée. Mais c'était un luxe de pouvoir le faire sans compter chaque centime, sans se soucier si cela allait suffire pour le reste du mois. Sa sœur arriva avec des fleurs, un geste simple mais significatif. Quand elle vit l'évaluation de Marie encadrée dans la cuisine, les larmes lui montèrent aux yeux. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, » dit-elle en serrant sa sœur dans ses bras. « Mais maintenant, le monde le sait aussi. » Marie secoua la tête. « Pas le monde, juste quelques personnes. Mais c'est suffisant. » Elles mangèrent, conversèrent, rirent. Hugo leur raconta ses cours, ses nouveaux amis, le projet d'allemand sur lequel il travaillait. La maison se remplit de voix, de joie, de vie. Quand sa sœur partit, Marie resta à la porte la regardant s'éloigner. Hugo se plaça à ses côtés. « C'était une bonne journée, commenta-t-il. » Marie passa le bras sur ses épaules. Ce fut une très bonne journée. Le lundi suivant, Marie arriva au travail avec une énergie renouvelée, salua le gardien par son nom, conversa brièvement avec la réceptionniste, monta à l'étage d'un pas ferme. À la cafétéria, Sophie l'attendait avec un café. « J'ai vu ton évaluation, » dit-elle avec un sourire. « Marc nous l'a dit. Félicitations. » Marie sourit. « Merci, tu le mérites, » continua Sophie. « Tu as travaillé comme personne. » Pendant qu'elle prenait un café, Marie réalisa quelque chose.
Elle n'était pas seule. Elle n'avait pas seulement Hugo, pas seulement sa sœur. Elle avait des collègues, elle avait une équipe, elle avait des personnes qui la voyaient, qui la valorisaient. Pendant son service ce jour-là, Marie travailla avec un sentiment de but renouvelé. Ce n'était pas seulement un travail, c'était son travail. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était sa place. En milieu d'après-midi, alors qu'elle nettoyait près des bureaux, elle vit Antoine converser avec quelques cadres. Il la remarqua et lui fit un bref signe de tête. Marie répondit de la même manière. Il n'avait pas besoin de mots. Cet simple échange disait tout ce qui était nécessaire. Reconnaissance mutuelle, respect, compréhension que tous deux avaient rempli leur part. À la fin de la journée, en rangeant ses affaires, Marie regarda autour du vestiaire. Son nom était sur un casier, son uniforme pendait propre et repassé. Son évaluation avait été excellente. Ce n'était pas une vie parfaite. Il y avait encore des défis, il y avait encore des jours difficiles, mais c'était une vie digne, une vie qu'elle avait construite de ses propres mains, avec son propre effort. Et cela, pensa Marie en fermant son casier. C'était plus que ce que beaucoup avaient. Elle sortit de l'immeuble, le soleil brillait encore. Hugo l'attendrait à la maison, probablement en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Ils dîneraient ensemble, parleraient de leur journée, planifieraient l'avenir, un avenir qui maintenant, pour la première fois depuis longtemps, semblait lumineux. Marie marcha vers l'arrêt de bus la tête haute, les épaules droites. Elle n'était pas la même femme qui était entrée dans cet immeuble des mois auparavant, effrayée et s'excusant d'exister. Elle était plus forte maintenant, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui n'avait pas peur d'occuper de l'espace. Et quand elle monta dans le bus et s'assit près de la fenêtre, regardant la ville passer, Marie sourit parce qu'elle comprenait enfin quelque chose de fondamental. Elle n'avait jamais été invisible, elle avait juste attendu que quelqu'un regarde vraiment. Et maintenant qu'il le faisait, elle était prête à briller. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où un téléphone avait sonné et tout changé. 6 mois au cours desquels Hugo avait transformé son insécurité en confiance. Au cours desquels Marie avait cessé de s'excuser d'exister. 6 mois au cours desquels tous deux avaient appris quelque chose de fondamental. La valeur ne se donne pas, elle se reconnaît. C'était un vendredi après-midi et l'école organisait son événement annuel de fin de semestre. Hugo avait été sélectionné pour prononcer un discours en représentation des nouveaux élèves. Quand on lui annonça la nouvelle, sa première réaction fut la panique. « Je ne peux pas faire ça », dit-il à Marie ce soir-là. « Parler devant toute l'école, devant les parents, devant tout le monde. » Marie le regarda avec cette expression qu'il connaissait bien, celle qui signifiait qu'elle n'accepterait pas d'excuses. « Tu as déjà parlé devant des cadres quand tu as sauvé un contrat de plusieurs millions, » dit-elle. « Ce n'est pas différent. » « C'est complètement différent, » protesta Hugo. « C'était par téléphone. Là, c'est face à face avec des centaines de personnes. » Marie s'assit en face de lui. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit cette fois-là? Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique. » Hugo soupira. « Je m'en souviens. Alors, sois juste toi-même, » dit-elle. « Raconte ton histoire. Les mots qui viennent du cœur trouvent toujours leur chemin. » Les jours suivants, Hugo travailla sur son discours. Il écrivit version après version, chacune différente de la précédente. Certaines étaient trop formelles, d'autres trop décontractées. Rien ne semblait juste. Un soir, alors qu'il luttait avec les mots, Marie entra dans sa chambre. « Je peux voir ?» demanda-t-elle. Hugo lui tendit le cahier avec frustration. « Ça ne va pas. » Marie lut en silence. Puis elle regarda son fils. « Tu essaies d'écrire ce que tu penses qu'ils veulent entendre, » dit-elle. « Mais ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est ta vérité. »« Et quelle est ma vérité ?» demanda Hugo. Marie ferma le cahier et le lui rendit. « C'est une réponse que toi seul peux donner. » Cette nuit-là, Hugo veilla tard. Il ferma les yeux et pensa à sa grand-mère. Il pensa aux après-midi passés chez elle, à l'odeur de sa cuisine, au son de sa voix, lui apprenant des mots qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser. Il pensa à sa mère, travaillant des services impossibles, sacrifiant tout pour lui donner des opportunités. Il pensa à ce jour dans le couloir où il avait dû décider s'il parlait ou s'il restait silencieux. Et alors les mots commencèrent à couler. Le jour de l'événement arriva avec un ciel dégagé. Marie demanda la permission au travail pour y assister. Antoine approuva personnellement sa sortie. « Va voir ton fils », lui dit-il. « C'est important. » Quand Marie arriva à l'auditorium de l'école, elle fut impressionnée par la grandeur du lieu. Il y avait des centaines de chaises, une grande scène, des lumières professionnelles. C'était un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. Elle s'assit dans une des rangées du milieu, parmi d'autres parents bien habillés, qui conversaient de vacances et d'université. Marie portait ses meilleurs vêtements, mais elle se sentait quand même déplacée jusqu'à ce qu'elle se souvienne des mots de son fils. « Je n'ai pas besoin d'être comme eux, j'ai juste besoin d'être moi-même. » L'événement commença avec la directrice qui souhaita la bienvenue. Ensuite, il y eut des présentations musicales, des reconnaissances académiques,
des prix sportifs. Marie applaudissait poliment, mais son cœur battait plus fort à mesure que le moment du discours d'Hugo approchait. Finalement, la directrice annonça « Et maintenant, j'aimerais inviter sur scène l'un de nos nouveaux élèves qui nous partagera quelques réflexions. Hugo Mendez. » Marie sentit son cœur monter à la gorge. Elle vit son fils monter sur scène, marchant d'un pas mesuré. Il portait une chemise simple mais propre, un pantalon qu'elle avait soigneusement repassé ce matin-là. Ce n'étaient pas des vêtements chers, mais ils étaient dignes. Hugo se tint devant le microphone. Pendant un moment, il sembla se figer. Marie put voir la panique dans ses yeux, alors qu'il regardait la mer de visage devant lui, mais alors Hugo inspira profondément et commença à parler. « Bonjour, mon nom est Hugo, et il y a 6 mois, je ne savais pas si j'avais ma place ici. » Sa voix tremblait légèrement, mais il continua. « Je viens d'un endroit différent de beaucoup d'entre vous. Ma maman travaille dans le nettoyage. Nous vivons dans un petit appartement où parfois nous entendons les voisins se disputer à travers les murs. Avant de venir ici, j'allais dans une école où les livres étaient déchirés et les fenêtres ne fermaient pas bien en hiver. » Marie sentit les larmes monter. Certains parents dans l'auditorium se mirent mal à l'aise, mais Hugo ne s'arrêta pas. « Quand je suis arrivé ici, j'ai pensé que je devrais cacher ça. J'ai pensé que je devrais faire semblant d'être quelqu'un de différent. Mais ma maman m'a appris quelque chose d'important. L'origine ne définit pas le destin. L'effort, oui. » La voix d'Hugo devint plus ferme. « J'ai appris l'allemand avec ma grand-mère, non pas dans une école chère ni avec des professeurs certifiés. Je l'ai appris dans une petite cuisine, entre des casseroles et des souvenirs, parce qu'elle avait besoin de parler sa langue pour ne pas oublier qui elle était. Et moi, j'avais besoin de l'écouter pour ne pas oublier que les choses les plus précieuses ne sont pas toujours emballées dans le luxe. » Certains parents commencèrent à prêter plus d'attention. Les élèves étaient complètement silencieux. Un jour, cette langue que j'ai apprise par amour m'a donné l'opportunité d'aider quelqu'un. Et cette aide m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais cru possibles, mais ce n'est pas la langue qui a vraiment compté. Ce fut l'attention, ce fut le dévouement, ce fut de ne pas avoir peur d'utiliser ce que j'avais, même si ce n'était pas parfait. Hugo fit une pause, cherchant les mots justes. Être ici m'a appris que le privilège n'est pas mauvais, avoir des ressources n'est pas mauvais, mais ignorer ceux qui n'en ont pas, supposer que seules certaines personnes méritent des opportunités, ça, c'est un problème. Marie vit quelques parents acquiescer discrètement. « Je ne suis pas ici pour que quiconque se sente coupable », continua Hugo. « Je suis ici pour vous rappeler que le talent existe partout, l'intelligence existe partout, le dévouement existe partout, mais l'opportunité non. » Sa voix était maintenant claire, forte, sans trace de peur. Alors, à mes camarades qui viennent de familles comme la mienne, je dis « N'ayez pas honte. Utilisez votre histoire comme une force, pas comme une excuse. Travaillez 2 fois plus si nécessaire, mais n'acceptez jamais que vous méritez moins. » Il regarda directement le public. « Et à ceux qui ont plus, je demande de ne pas regarder ailleurs. Ne supposez pas que les personnes occupant des emplois modestes sont invisibles. Ma maman nettoie des bureaux, mais elle m'a aussi appris des valeurs qu'aucun argent ne peut acheter. La dignité ne vient pas avec un titre professionnel. Elle vient de la façon dont nous traitons les autres. » Le silence dans l'auditorium était absolu. Il y a 6 mois, un appel téléphonique a changé ma vie. Mais non pas parce que j'ai répondu en allemand. Ma vie a changé parce que quelqu'un a décidé de voir au-delà de l'évidence. Quelqu'un a décidé que le potentiel importe plus que l'apparence. Hugo inspira profondément pour sa dernière phrase. « Vous avez tous le pouvoir d'être cette personne pour quelqu'un d'autre, de voir le talent là où d'autres voient des limitations, d'ouvrir des portes au lieu de construire des murs. Car au final, on ne se souviendra pas de nous pour ce que nous avons eu, mais pour ce que nous avons partagé. » Il marqua une pause. « Merci pour cette opportunité, et merci, maman, de m'avoir appris que je mérite d'être ici. » Hugo descendit de la scène, tandis que l'auditorium éclatait en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'étaient des applaudissements sincères, enthousiastes. Certains parents se levèrent, puis d'autres, jusqu'à ce que tout l'auditorium soit debout. Marie pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier de qui la voyait. Son fils, cet enfant qui avait tant porté sur ses petites épaules, venait de parler avec une clarté et une maturité à couper le souffle. Quand Hugo descendit de la scène, il marcha directement vers sa mère. Marie le serra fort dans ses bras, sentant son corps trembler d'adrénaline et de soulagement. « Tu as été incroyable », murmura-t-elle. « Je suis si fière. » Hugo s'accrocha à elle. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Ils restèrent enlacés tandis que l'événement se poursuivait autour d'eux. 2 personnes qui avaient lutté contre tout pour en arriver là. Après l'événement, plusieurs parents s'approchèrent de Marie et Hugo, certains pour les féliciter, d'autres simplement pour leur serrer la main. Une femme élégante s'arrêta devant Marie. « Votre fils a un brillant avenir, dit-elle avec sincérité. Et il est clair d'où vient cette force. » Marie sentit son visage brûler, mais cette fois non de honte, mais de fierté. « Merci, » répondit-elle la tête haute. Chloé courut vers Hugo. « C'était le meilleur discours que j'ai jamais entendu, dit-elle.
ému. « Tu as fait pleurer la moitié de l'auditorium ?» Hugo rit nerveusement. « J'espère que c'était de bonnes larmes. »« Les meilleures, confirma-t-elle. » En sortant de l'auditorium, Marie remarqua quelqu'un qui attendait près de l'entrée. C'était Antoine Dubois. Il portait des vêtements décontractés, pas son costume habituel. Marie fut surprise de le voir là. « Monsieur Dubois, dit-elle en s'approchant, je ne savais pas que vous viendriez. » Antoine sourit. « Je n'aurais pas manqué ça, » répondit-il. « Après tout, j'ai une certaine responsabilité dans cette histoire. » Il se tourna vers Hugo. Ce discours était exceptionnel. « Jeune homme, tu as dit des vérités que beaucoup d'adultes n'osent pas dire. » Hugo baissa modestement le regard. « J'ai juste dit ce que je ressentais. »« C'est exactement ce qui l'a rendu puissant, » répondit Antoine. Ils marchèrent ensemble vers le parking. Antoine leur raconta qu'il avait suivi de près les progrès de tous les deux, les évaluations de Marie, les notes d'Hugo, tout avait dépassé les attentes. « Mais cela ne me surprend pas, » ajouta-t-il. « Vous avez toujours eu ce qu'il fallait. Vous aviez juste besoin de l'opportunité de le montrer. » Marie sentit quelque chose se briser en elle, mais dans le bon sens, comme lorsqu'un barrage qui a retenu de l'eau trop longtemps s'ouvre enfin. « Merci, » dit-elle d'une voix tremblante, « de nous avoir vus quand nous étions invisibles. » Antoine secoua la tête. « Vous n'avez jamais été invisible, Marie. Vous étiez juste dans un système qui ne savait pas regarder. C'est ce système qui doit changer, n'est-ce pas ?» Ils se saluèrent d'une poignée de main. Mais avant de partir, Antoine se retourna une dernière fois. « Au fait, dit-il, nous mettons en place un programme de bourse d'études dans l'entreprise pour les enfants d'employés qui démontre une excellence académique. » Hugo a été l'inspiration. Marie sentit les larmes revenir. « Vraiment, vraiment, » confirma Antoine. « Parfois, une histoire a le pouvoir de changer plus qu'une vie. Elle peut changer toute une culture. » Quand il partit, Marie et Hugo restèrent immobiles sur le parking, assimilant tout ce qui s'était passé. « Maman, » dit Hugo après un moment, « tu te souviens quand tu m'as demandé si j'avais bien fait ?» Marie acquiesça. « Le jour où tu as répondu au téléphone. » Hugo sourit. « Maintenant je sais la réponse. Je n'ai pas bien fait juste en répondant. J'ai bien fait parce que je n'ai pas eu peur d'être qui je suis. » Marie le serra de nouveau dans ses bras. C'est la leçon la plus importante de toutes. Les mois suivants apportèrent d'autres changements. Hugo continua à exceller à l'école, non seulement en allemand, mais dans toutes les matières. Il devint tuteur bénévole pour les élèves ayant des difficultés avec les langues. Sa patience et son empathie le rendaient exceptionnel dans ce rôle. Marie, quant à elle, fut promue chef d'équipe de service. C'était un petit poste, mais significatif. Elle avait maintenant son propre petit bureau, sa propre équipe, et traitait chaque membre avec le respect qu'elle-même avait tant souhaité pendant des années. Sophie plaisantait en disant que c'était le patron le plus gentil qu'elle ait jamais eu. Marie répondait que la gentillesse ne signifiait pas la faiblesse. Cela signifiait se souvenir d'où l'on venait. Un an après le jour où tout avait changé, l'entreprise organisa un événement annuel pour les employés. C'était la première fois que Marie assistait à quelque chose de tel. Antoine monta sur scène pour prononcer un discours sur les réalisations de l'année. « Et je veux reconnaître quelque chose de spécial », dit-il en regardant l'audience. « Il y a un an, nous avons failli perdre un contrat crucial, non par manque de capacité, mais par manque de vision. Une situation inattendue nous a montré que le talent et la valeur existent dans des endroits où nous ne regardions pas. » Marie sentit tous les yeux se tourner vers elle. « Depuis, nous avons mis en œuvre des changements importants. Des programmes de développement pour tous les employés, quelle que soit leur position, des bourses pour les familles, des formations linguistiques et, le plus important, une culture qui valorise chaque personne, pas seulement ceux qui sont dans les bureaux du haut. » Des applaudissements remplirent la salle. Je tiens à remercier tout particulièrement Marie Mendez et son fils Hugo de nous avoir rappelé que l'excellence n'a pas de pédigree, elle n'a besoin que d'opportunités. Marie sentit les larmes monter à ses yeux, mais cette fois elle ne les retint pas. Elle les laissa couler librement pendant que toute la salle applaudissait. Cette nuit-là, de retour à la maison, Hugo et Marie dînent ensemble comme toujours. Mais la conversation est différente. Ils ne parlent plus de survie, ils parlent de rêve. « Tu sais ce que je veux faire quand je serai grand ?» demande Hugo. Marie sourit. « Quoi ? Je veux créer des programmes de langue pour les communautés défavorisées, dit-il. Je veux que d'autres enfants comme moi puissent apprendre. Non pas parce que leurs parents peuvent payer, mais parce qu'ils en ont le désir. » Marie sentit son cœur s'épanouir. « Ta grand-mère serait si fière. » Hugo acquiesça. « Et toi, maman, que veux-tu faire ?» Marie réfléchit un instant. « Je veux rester où je suis, » répondit-elle. « Mais je veux m'assurer que personne dans mon équipe ne se sente invisible. Je veux être pour les autres ce qu'Antoine a été pour nous. » « C'est un bel objectif, » dit Hugo. Ils restèrent en silence un moment, appréciant la simplicité d'être ensemble. « Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça ?» dit Marie finalement. « Quoi ? Que cela a commencé par quelque chose d'aussi simple qu'un appel téléphonique. Un moment qui aurait pu passer inaperçu a tout changé. » Hugo réfléchit à cela. Ce n'était pas seulement l'appel « Maman »,
C'était tout ce qui l'a précédé, les nuits où tu as travaillé, les fois où tu t'es sacrifié pour que j'aie des fournitures scolaires, les après-midi avec grand-mère. Tout cela m'a préparé pour ce moment. Marie sentit de nouveau les larmes. Parfois, nous ne savons pas que nous nous préparons à quelque chose de grand. Peut-être que c'est ça le point, répondit Hugo. Nous devons toujours être prêts, car nous ne savons jamais quand notre opportunité se présentera. 2 ans plus tard, Hugo fut diplômé du lycée avec mention. Marie était au premier rang, pleurant de fierté. Antoine y assista également, ainsi que plusieurs collègues de l'entreprise qui avaient suivi l'histoire. Quand Hugo reçut son diplôme, l'applaudissement fut assourdissant. Mais au-delà de la reconnaissance académique, ce qui importait vraiment, c'était le chemin qu'il avait parcouru pour en arriver là. Dans son discours de remise des diplômes, Hugo parla de nouveau des opportunités, de voir au-delà des apparences, du pouvoir d'une personne qui décide de faire la différence. Nous avons tous un appel à répondre, dit-il, pas nécessairement en allemand, pas nécessairement dans un bureau, mais nous avons tous ce moment où nous pouvons choisir entre nous taire ou parler, entre nous cacher ou nous montrer, entre accepter que le monde est injuste ou travailler pour le changer. Ces mots résonnèrent dans l'auditorium, rempli de diplômés et de familles. Moi, j'ai choisi de parler, continua-t-il. Ma maman a choisi de continuer à lutter alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. Et quelqu'un d'autre a choisi de voir notre valeur quand personne d'autre ne le faisait. Ces choix ont changé nos vies. Il regarda directement le public. Que choisirez-vous? L'applaudissement qui suivit fut tonitruant. Des années plus tard, Hugo tiendrait sa promesse. Il créa une fondation d'enseignement des langues pour les communautés marginalisées. Marie continua dans l'entreprise, devenant finalement directrice des opérations, et Antoine étendit ses programmes d'opportunités à d'autres entreprises. Mais le plus important n'a pas été les titres ou les réalisations, mais le changement silencieux qui s'est opéré dans des centaines de vies. Les personnes qui ont été vues alors qu'elles étaient invisibles, les talents qui ont été reconnus alors qu'ils étaient ignorés, les portes qui se sont ouvertes alors qu'elles étaient fermées. Parce qu'au final, ce n'était pas seulement l'histoire d'un enfant qui a répondu à un téléphone. C'était l'histoire de ce qui se passe quand quelqu'un décide de regarder au-delà de l'évidence, quand quelqu'un choisit la dignité plutôt que l'indifférence, quand quelqu'un comprend que la valeur humaine ne se mesure pas par le poste ou le compte bancaire, mais par le cœur et l'effort. Marie et Hugo n'ont jamais oublié d'où ils venaient, mais ils n'ont pas non plus laissé cela définir jusqu'où ils pouvaient aller. Et quelque part, dans un lieu au-delà du temps, Madame Schmidt souriait parce que les mots qu'elle avait appris à son petit-fils dans cette petite cuisine n'avaient pas seulement préservé une langue, ils avaient préservé une connexion, une mémoire, un héritage qui finirait par changer des vies. Parfois, les plus grandes choses commencent par les plus petits gestes. Une grand-mère enseignant des mots, une mère travaillant en silence, un enfant répondant au téléphone et un homme décidant de voir. C'est tout ce qu'il faut pour changer une vie ou peut être pour changer le monde.